Bienvenue dans un lieu où la fin n'est qu'un nouveau commencement. Loin des autoroutes lisses et des garages aseptisés, nous pénétrons dans un sanctuaire industriel, un vaste terrain poussiéreux, balayé par le vent chaud et saturé d'une odeur âcre de terre et de caoutchouc vieilli. C'est ici que s'achève le voyage de millions de kilomètres parcourus, le dernier repos des géants de caoutchouc qui ont porté le poids de notre civilisation. Sous un ciel clair, d'une clarté presque brutale, se dresse une montagne de vieux pneus usés. Ce n'est pas un simple tas, c'est une véritable sculpture de l'obsolescence, un monument à la consommation. Des pneus de camions, massifs et striés, côtoient ceux des voitures de tourisme, plus fins, et parfois même les roues crantées des machines agricoles. Chaque pneu raconte une histoire de vitesse, de pluie, de chaleur et de route sans fin. Ils sont le symbole d'un déchet encombrant, toxique, qui met des siècles à se décomposer. Mais ici, leur destin est sur le point de changer. Au milieu de cet amas colossal, une silhouette se détache. Un homme, vêtu d'un vêtement sombre, travaille seul. Il est le premier maillon de cette chaîne de transformation. Il soulève les pneus, les déplace un à un, avec une force et une endurance qui forcent le respect. La scène est imprégnée d'une impression de chaleur écrasante, d'un labeur physique intense. C'est un travail de titan, où chaque geste est une lutte contre le poids et l'inertie. Ces pneus, destinés à être jetés, à polluer nos sols ou à brûler dans des feux incontrôlés, vont pourtant connaître une seconde vie. Ils ne seront pas simplement détruits, ils seront déconstruits, purifiés et transformés en quelque chose de neuf, d'utile, d'essentiel. C'est l'histoire d'une résilience, celle de la matière et celle des hommes qui la manipulent. Si, comme nous, vous êtes fasciné par ces processus cachés qui donnent un sens nouveau à nos déchets, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger plus profondément dans les secrets de cette usine, prenez une seconde pour nous montrer votre soutien. Laissez un pouce bleu si cette introduction vous a captivé et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos de ce type. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations industrielles. Le processus de collecte s'achève et les pneus sont acheminés vers le cœur de l'opération. Nous découvrons un énorme cylindre métallique, massif et sombre, posé horizontalement sur le sol. Ce n'est pas un four traditionnel, mais une chambre de pyrolyse, un réacteur conçu pour décomposer la matière organique sans oxygène. C'est une technologie ancienne, revisitée par l'ingéniosité humaine, qui permet de récupérer l'énergie et les matériaux précieux contenus dans le caoutchouc. La pyrolyse est une cuisson lente, une décomposition thermique qui va séparer les composants du pneu, le carbone, les gaz, l'huile et surtout le métal. Un ouvrier, dont le visage et les vêtements sont déjà noircis par la suite des opérations précédentes, se glisse presque à l'intérieur de l'ouverture béante pour ranger les pneus dans le tambour. Il les empile avec soin, maximisant l'espace, car chaque centimètre compte. C'est un travail d'orfèvre dans un décor de forge. Une fois le chargement terminé, l'ouverture du four est refermée. Le métal claque lourdement. Les boulons sont serrés avec des clés massives. La machine est scellée, prête à démarrer son cycle de transformation. C'est un moment de silence avant la tempête de chaleur. À côté du réacteur, d'autres ouvriers s'affairent à alimenter le foyer. Ce n'est pas le four lui-même qui est chauffé directement, mais une chambre adjacente qui va transmettre sa chaleur au cylindre. Des bûches de bois sont jetées dans la fournaise, créant un feu rugissant. La chaleur monte, d'abord lentement, puis de manière exponentielle. Une fumée épaisse et noire s'élève des cheminées, signalant le début de la combustion. Ce feu, alimenté par la main de l'homme, va durer de longues heures, parfois toute la nuit, exigeant une surveillance constante. C'est une veille, une garde silencieuse autour de ce ventre métallique qui couvre la renaissance. La pyrolyse se déroule à des températures pouvant atteindre 400 à 600 degrés Celsius. À l'intérieur, le caoutchouc se décompose en 3 produits principaux. 1. Le gaz de pyrolyse, utilisé pour alimenter le processus lui-même, créant un cycle énergétique presque autonome. 2. L'huile de pneu, un combustible industriel précieux, récupéré sous forme liquide. 3. Le noir de carbone et les résidus métalliques, la matière solide qui sera la base de notre transformation. C'est une démonstration de l'efficacité industrielle, où même l'énergie nécessaire à la transformation est extraite du déchet lui-même. Le lendemain matin,
La scène est baignée d'une lumière nouvelle, souvent bleutée et fraîche, contrastant avec la chaleur de la veille. Le four a refroidi, mais l'atmosphère reste lourde, chargée de l'odeur persistante du carbone et du métal chaud. Un ouvrier, parfois torse nu pour mieux supporter la chaleur résiduelle, s'avance. Il porte un crochet de fer à la main, un outil simple mais essentiel. Il déverrouille la lourde porte du four. Le métal grince et une vague de chaleur s'en échappe aussitôt, comme un soupir de la machine. De l'intérieur, il commence l'extraction. Il tire d'énormes touffes de fils métalliques brûlés. Ce sont les armatures internes des pneus, les ceintures d'acier qui leur donnaient leur rigidité. Désormais déformées, tordues et entremêlées, elles sont extraites avec précaution et jetées sur le sol noirci par la suie. Ces résidus métalliques, bien que déformés, sont la première richesse récupérée. Mais ce n'est pas tout. Ce que les pneus ont laissé derrière eux est une véritable mine de ressources. Le charbon de pneus, carbon black, une poudre fine, noire, qui est un sous-produit essentiel de la pyrolyse. Il est récupéré et peut être réutilisé dans l'industrie du caoutchouc, des pigments ou comme combustible. Les fils d'acier, les armatures, qui seront triés et fondus. L'huile de pneu, Tyre pyrolysis oil, une substance huileuse, sombre, récupérée dans des conteneurs à part. Cette huile est un excellent combustible industriel, une alternative aux carburants fossiles traditionnels. Chaque composant est séparé, valorisé. Rien n'est perdu. C'est la preuve que le déchet n'est qu'une ressource mal placée. Ce processus de transformation est une véritable leçon d'économie circulaire. Si vous trouvez cette vidéo instructive et que vous pensez qu'elle pourrait inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Chaque partage nous aide à sensibiliser le public à l'importance du recyclage industriel. Et si vous avez des questions sur la pyrolyse, posez-les en commentaire. Nous lisons tous vos messages. Après l'extraction des résidus de pyrolyse, l'attention se porte sur le métal récupéré. Mais le travail ne fait que commencer. Nous passons à une autre zone de l'usine, où le sol est humide, couvert de débris, de cendres et de fragments métalliques. C'est ici que le travail redevient profondément artisanal et physique. Des hommes en bottes robustes se tiennent au milieu de ce chaos. Ils ne travaillent pas avec des machines sophistiquées, mais avec des outils simples et efficaces. Marteau, pince, burin et surtout une connaissance intime de la matière. Ils tapent sur des petits moteurs, des carcasses métalliques, des cylindres usés, des pièces de machines diverses. Le bruit est constant, un martèlement rythmé qui est la bande-son de la séparation. Chaque coup de marteau vise à isoler le métal réutilisable des autres composants non métalliques ou des alliages indésirables. C'est un travail de patience et de force. Le but est de séparer l'aluminium, le cuivre, le fer, car chacun a une valeur et une destination différente. L'aluminium, léger et malléable, est souvent le plus recherché. Le fer, plus lourd, est la base de la structure. Une séquence particulièrement fascinante se concentre sur la récupération du cuivre, souvent appelé l'or rouge de l'industrie. Un homme est assis au sol, entouré de dizaines de bobines de moteurs électriques usagés. Les moteurs sont des concentrés de cuivre, utilisés pour ses propriétés conductrices. L'ouvrier frappe avec un marteau sur les carcasses métalliques pour en extraire les fils de cuivre enroulés à l'intérieur. C'est un travail méticuleux, lent, mais d'une grande valeur économique. Chaque fil compte. Les fils rouges et brillants s'accumulent à ses pieds, formant des tas éclatants sur le sol noir. Le contraste visuel est saisissant. La saleté et la rouille environnante mettent en valeur la pureté et l'éclat de ce métal précieux. Ce cuivre récupéré sera fondu plus tard pour donner vie à de nouveaux câbles, de nouveaux composants électriques. C'est un cycle parfait, où l'énergie passée se transforme en énergie future. L'ouvrier, concentré, est un véritable artisan du recyclage, dont la dextérité et la patience sont les clés de la rentabilité de l'opération. Une fois le métal trié et séparé, il doit être préparé pour la fusion. Les morceaux extraits, souvent volumineux et irréguliers, sont placés dans une grosse presse mécanique. La machine, massive et implacable, écrase les pièces avec un bruit sourd, un gémissement d'acier contre acier. Le métal est compacté en blocs denses, puis broyé en petits fragments, appelés shred ou ferraille déchiquetée. Autour de cette machine, l'environnement est rude, murs de briques, poussière métallique et les étincelles qui jaillissent lorsque le métal résiste à la pression. Les ouvriers manipulent ces blocs écrasés,
les triant une dernière fois selon leur qualité et leur composition. Ce métal broyé est désormais la matière première idéale pour la prochaine étape, la refonte. Sa densité et sa petite taille permettent une fusion plus rapide et plus homogène, réduisant ainsi la consommation d'énergie. C'est une étape de standardisation, où le chaos initial est transformé en un produit calibré, prêt à être consommé par le feu. Nous sommes au cœur de la transformation, là où la matière change d'état. Si vous appréciez cette immersion et le travail que nous faisons pour vous la présenter, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Abonnez-vous et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir notre chaîne et de nous encourager à continuer à explorer ces coulisses industrielles fascinantes. Votre soutien est essentiel pour la survie de ce type de contenu. Les petits morceaux de métal broyé sont rassemblés sur le sol, formant des tas scintillants. À l'aide d'une pelle, un ouvrier charge ces fragments dans un four encastré dans le sol. Ce four, souvent un four à creuset, est le lieu de la véritable alchimie. Les flammes lèchent le métal, l'entourent, le pénètrent. La température monte rapidement et le métal commence à se liquéfier. Le son du feu se mêle au grésillement intense du métal en fusion. Bientôt, le creuset contient une masse liquide, une lave argentée et épaisse si nous parlons d'aluminium, ou rougeoyante si c'est du fer. L'ouvrier, protégé par des équipements lourds, utilise une longue louche pour remuer la matière en fusion. Il ne s'agit pas seulement de mélanger, mais de vérifier sa texture et sa pureté. Il retire les scories, les impuretés qui flottent à la surface, pour s'assurer que le métal qui sera coulé est le plus pur possible. C'est un travail de précision, où l'œil et l'expérience de l'ouvrier sont irremplaçables. Le métal en fusion est à son point de pureté maximale, prêt à être moulé. C'est un moment de tension, car la moindre erreur de température ou de manipulation peut compromettre des heures de travail. Une fois prête, cette pâte d'aluminium brûlante est transportée vers la zone de moulage. Nous découvrons une série de gros moules métalliques disposés au sol, semblables à des blocs lourds avec un espace intérieur allongé. Ces moules sont les matrices qui donneront sa première forme au métal. Les ouvriers versent le métal liquide dans ces cavités. Le flux est contrôlé, précis. La surface du métal fume intensément, puis, au contact de l'air et du moule froid, elle commence à se solidifier lentement. C'est l'instant de la création, où l'énergie et la matière brute se transforment en une forme stable. Une fois refroidies, les barres d'aluminium sont extraites à l'aide de longues pinces. Elles sont encore chaudes, mais déjà solides. Ces lingots, brillants et uniformes, sont entreposés sur le côté. Ils ne sont plus des déchets, ni de la ferraille. Ils sont une matière première standardisée, prête à être vendue, ou dans le cas de cette usine, à être transformée en produit fini. Ces lingots sont désormais la base pour fabriquer des pièces industrielles ou domestiques. Ils sont la preuve tangible que le cycle est complet. Le pneu usagé est devenu un bloc d'aluminium pur. Les barres moulées sont ensuite amenées vers la zone d'usinage, où la précision remplace la force brute. Nous observons un ouvrier, couvert de poussière métallique fine, qui guide une pièce circulaire contre un outil rotatif. C'est le travail du tourneur ou du fraiseur. Le métal est poli, affûté et prend forme sous nos yeux. Les copeaux d'aluminium s'accumulent, formant un tapis d'argent brillant au pied de la machine. C'est un travail de haute précision. On reconnaît progressivement la forme d'une sorte de couvercle, d'une casserole ou d'une pièce mécanique. Chaque disque est travaillé avec une attention méticuleuse, jusqu'à obtenir une surface lisse et régulière, exempte de défauts. L'objectif est de transformer le lingot brut en une pièce fonctionnelle et esthétique. L'aluminium, léger et résistant, est idéal pour les ustensiles de cuisine, et c'est la destination finale de ce métal ressuscité. Le processus touche à sa fin. Un autre ouvrier nous montre le produit brut. Une pièce d'aluminium parfaitement ronde et polie. C'est la toile de fond sur laquelle il va ajouter les éléments de finition. Il y ajoute des poignées, des joints d'étanchéité, des vis et des valves. La pièce brute devient un véritable ustensile de cuisine. Une cocotte minute, un couvercle ou une marmite. C'est le moment où l'objet retrouve sa fonction, sa raison d'être dans nos foyers. Autour de lui, des piles d'ustensiles terminés s'entassent, brillants et neufs, prêts à être emballés. Certains sont lavés dans de grandes cuves d'eau bouillante pour être nettoyés des résidus d'usinage. D'autres sont polis à la main pour une finition parfaite. C'est le contraste le plus saisissant de toute la vidéo. La saleté et la rudesse du début ont cédé la place à la propreté et à l'éclat du produit fini.
Revenons un instant à cette montagne de pneus. Il est crucial de comprendre l'ampleur du problème que cette usine s'efforce de résoudre. Un pneu usagé, c'est bien plus qu'un simple déchet. C'est un concentré de défis environnementaux. Composé de caoutchouc naturel et synthétique, de noir de carbone, d'huile, de soufre et de fils d'acier. Il est pratiquement indestructible par les moyens naturels. Abandonné dans la nature, il met des centaines, voire des milliers d'années à se dégrader, libérant des substances toxiques dans le sol et l'eau. De plus, les pneus sont des nids à moustiques, favorisant la propagation de maladies, et lorsqu'ils brûlent, dans des décharges illégales ou des incendies accidentels, ils dégagent une fumée noire et épaisse, chargée de polluants atmosphériques extrêmement nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Cette fumée contient des dioxines, des furanes et des métaux lourds. La simple existence de cette usine, de ce processus de pyrolyse, est donc un acte de salubrité publique, une réponse concrète à une crise écologique mondiale. Chaque pneu qui entre dans ce four est un pneu qui ne finira pas dans un paysage défiguré, qui ne contaminera pas une nappe phréatique. C'est une victoire silencieuse pour la planète, une étape essentielle vers un avenir où le déchet n'est plus une fatalité, mais une ressource. Le RCB issu de la pyrolyse est une poudre fine, d'une noirceur absolue, qui possède des propriétés chimiques et physiques remarquables. Sa structure microscopique, sa surface spécifique élevée, en font un matériau de choix. Il peut être réutilisé dans la fabrication de nouveaux produits en caoutchouc, comme des tapis, des joints, ou même, après purification, dans de nouveaux pneus. Il sert également de pigment dans les encres et les peintures, ou comme additif dans les matériaux de construction pour améliorer leur résistance. Le fait de récupérer ce noir de carbone réduit considérablement la dépendance à la production de noir de carbone vierge, qui est un processus très énergivore et basé sur la combustion de produits pétroliers. C'est une boucle vertueuse. Le déchet du pneu devient l'ingrédient clé du pneu de demain. C'est une économie de matière et d'énergie, une double victoire pour l'industrie durable. Dans le chapitre précédent, nous avons vu l'ouvrier remuer la lave argentée dans le four. Ce geste, apparemment simple, est en réalité le point culminant d'un savoir-faire transmis de génération en génération. La température de fusion de l'aluminium est d'environ 660 degrés Celsius. Mais pour obtenir un alliage de qualité, la température du bain doit être maintenue avec une précision extrême, souvent autour de 700 à 750 degrés. L'ouvrier ne se fie pas uniquement aux instruments numériques. Il se fie à son œil, à la couleur de la flamme, à la texture de la surface du métal en fusion, à la manière dont les scories se forment et se détachent. C'est une danse avec le feu, où l'intuition et l'expérience priment. Un métal trop chaud perd ses propriétés. Un métal trop froid se solidifie trop vite et crée des défauts de moulage. Il est également responsable de l'ajout des éléments d'alliage. L'aluminium pur est trop mou pour la plupart des applications. Pour fabriquer une cocotte minute résistante à la pression, il faut ajouter de petites quantités d'autres métaux, comme le silicium ou le magnésium, pour améliorer la dureté et la résistance à la corrosion. L'ouvrier doit doser ses ajouts avec une précision quasi pharmaceutique, car le moindre écart affectera la qualité finale du produit. Le moulage est l'étape où le métal liquide prend sa forme définitive. Les moules, souvent en acier ou en fonte, sont eux-mêmes des pièces d'ingénierie. Ils doivent être préchauffés pour éviter un choc thermique trop brutal avec le métal en fusion, ce qui pourrait entraîner des fissures ou des porosités. L'ouvrier qui verse le métal doit le faire avec un flux constant et régulier, sans éclaboussure, pour éviter l'incorporation de bulles d'air ou d'oxyde. Ces défauts, invisibles à l'œil nu sur le lingot brut, se révéleraient catastrophiques lors de l'usinage, ou pire, lors de l'utilisation de la cocotte minute sous pression. Une fois le métal versé, le refroidissement est un processus critique. Il doit être contrôlé pour garantir une structure cristalline homogène. Un refroidissement trop rapide rend le métal cassant. Un refroidissement trop lent peut entraîner une ségrégation des éléments d'alliage. C'est un équilibre délicat, un art de la patience. Les lingots d'aluminium, ces barres brillantes et uniformes, sont le point de départ de la dernière phase. Ils sont amenés aux machines-outils, où la force brute cède la place à la précision micrométrique. L'usinage est une série d'opérations de coupe et de façonnage. Le lingot est d'abord découpé en disques, puis chaque disque est fixé sur un fil.
L'outil de coupe, souvent en carbure de tungstène, enlève la matière excédentaire, couche après couche. Le bruit de l'usinage est aigu, un sifflement métallique qui contraste avec le fracas sourd des presses et des marteaux. C'est ici que la qualité du métal est mise à l'épreuve. Si le lingot contenait des impuretés ou des bulles d'air, elles apparaîtraient immédiatement, rendant la pièce inutilisable. Le tournage doit être parfait pour garantir l'étanchéité de la cocotte minute. La moindre imperfection sur le bord du couvercle ou de la cuve pourrait entraîner une fuite de vapeur sous pression, un danger potentiel. L'ouvrier qui manipule la machine-outil est un technicien hautement qualifié. Il surveille la vitesse de rotation, l'avance de l'outil et l'état de surface de la pièce. Les copeaux d'aluminium, qui s'accumulent en spirales légères et brillantes, sont eux-mêmes recyclés, renvoyés à la fusion, assurant que le cycle de la matière est véritablement sans fin. Avant l'assemblage, chaque pièce subit un contrôle qualité rigoureux. Pour un appareil sous pression comme une cocotte minute, la sécurité est primordiale. Les pièces sont soumises à des tests de résistance, des vérifications dimensionnelles au micron près, et parfois même à des tests non destructifs, comme l'inspection par ultrasons, pour détecter d'éventuelles faiblesses internes. L'ouvrier qui effectue ce contrôle est le garant de la sécurité du consommateur. Il utilise des pieds à coulisses, des jauges et des gabarits. Il ne s'agit plus de l'artisanat de la force, mais de l'artisanat de la mesure. Seules les pièces qui répondent aux normes les plus strictes passent à l'étape suivante. Les autres sont immédiatement renvoyées à la fusion. La cocotte minute, ce produit fini, brillant et fonctionnel, est l'aboutissement de cette incroyable chaîne de transformation. Elle est le symbole de la victoire sur le déchet. Pensez-y, ce qui était un pneu usé, jeté, toxique, est maintenant un ustensile de cuisine essentiel qui cuisinera les repas de familles entières pendant des années. C'est une histoire de valeur ajoutée, la valeur écologique en sauvant la planète d'un polluant majeur, la valeur économique en créant des emplois et des produits commercialisables, et la valeur symbolique en prouvant que l'ingéniosité humaine peut transformer n'importe quel problème en solution. Ce processus est une leçon de vie. Il nous rappelle que même ce qui semble irrécupérable, ce qui est usé et rejeté, possède un potentiel de renaissance. Il suffit d'appliquer la bonne technologie, la bonne dose de travail humain et la bonne vision. Cette usine, avec ses bruits, ses odeurs, sa chaleur, est un microcosme de l'industrie moderne. Elle est le lieu où l'homme, avec ses mains et son intelligence, forge son propre avenir à partir des restes de son passé. Les ouvriers, ces héros de l'ombre, ne font pas que travailler. Ils participent à un cycle de régénération. Ils sont les gardiens de la matière, les alchimistes du XXIe siècle. Le contraste entre le terrain poussiéreux du début, avec ses montagnes de pneus, et la propreté des produits finis est une puissante métaphore de notre société. Nous produisons des déchets à un rythme effréné, mais nous développons aussi l'intelligence et les moyens de les réintégrer. Nous espérons que cette immersion détaillée au cœur de la transformation du pneu en ustensile de cuisine vous a passionné. Si vous avez appris quelque chose d'utile, si vous avez été inspiré par le travail de ces hommes et femmes, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Laissez un commentaire pour nous dire quel aspect de ce processus vous a le plus marqué. Et si vous voulez continuer à explorer avec nous les coulisses de l'industrie, les secrets de la fabrication et les histoires de la matière, il n'y a qu'une seule chose à faire. Abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces documentaires immersifs et de qualité. Activez la cloche pour être le premier informé de nos prochaines aventures. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire de renaissance industrielle.